Yaurana Anege et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service pour parler aujourd'hui de notre société polynésienne, de notre organisation et plus précisément de notre histoire qui sont importantes bien sûr. Et pour bien les comprendre, parlons de l'évolution du statut de la Polynésie française. Du protectorat à l'autonomie, notre statut a évolué au fil des contextes historiques, économiques et sociaux, mais qu'est-ce que ça raconte vraiment sur l'évolution de notre identité collective et surtout comment ces statuts ont pu structurer la vie institutionnelle, l'éducation ou encore les droits du pays. Attention, petite précision, aujourd'hui on ne parle pas de politique à proprement parler, mais plutôt d'événements factuels avec nos invités. D'un côté, deux historiens, à savoir Jean-Marc Regnault et Corinne Rebo, Yorana. Yorana. Et de l'autre, Alain Moiron, juriste spécialisé en droit public, Yorana. Yorana. Jean-Marc, on va commencer déjà pour savoir de quoi est-ce que l'on parle. Qu'est-ce qu'on entend par statut finalement pour une collectivité comme la Polynésie française? Alors c'est une loi qui correspond à ce que serait une constitution dans un pays indépendant. Donc ça définit les pouvoirs qui sont donnés aux autorités locales et ça définit les rapports entre le territoire ou le pays, comme on dit maintenant, et l'État. Est-ce que, Alain, il s'agit uniquement d'un cadre juridique ou il y a plus derrière ce mot? Parfois, est-ce que ça peut être symbolique, par exemple? Oui, je rejoins tout à fait Jean-Marc. Le statut, quand on parle du statut en Polynésie française, c'est son statut juridique, donc déterminé par une loi organique, l'organisation, le fonctionnement des institutions. Le terme statut peut être employé pour quel est son cadre qui pourrait même aller au-delà de la loi. Quel est le statut de telle région? Elle est devenue un État associé, elle est devenue un territoire associé. On va au-delà même de la loi. C'est la manière d'être de l'organisation politique d'une société. Corinne, je suppose qu'un statut, ça ne se change pas du jour au lendemain. Comme ça, il faut pouvoir entreprendre déjà des discussions avec des institutions. Oui, mais de toute façon, à la base, il y a toute une évolution de statut, puisque, en fait, on passe de 1842 à un état de, disons, royauté clanique, à ensuite, 1945, puis bien au-delà, différents statuts qui vont se succéder, mais qui ne sont pas, au moins jusqu'en 1945, ils ne sont pas identiques sur tout l'espace de la Polynésie, enfin, de ce qu'on appelle maintenant, nous, la Polynésie française. Alors justement, on va voir toutes ces dates. On a déjà commencé vis-à-vis des différents statuts. Jean-Marc, on commence en 1842. Ça remonte avec le statut du protectorat. Tahiti devient un EFO, établissement français d'outre-mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est-à-dire que la France avait mis quelques pieds déjà en Océanie, notamment aux Marquises, qui étaient plus ou moins annexées, mais ça ne correspondait pas à grand-chose. Et puis la France a imposé un protectorat à la reine Pomaré IV. Mais toutes les îles qui composent actuellement la Polynésie française, telle qu'on la connaît, n'étaient pas rattachées à cette entité qu'on a appelée les établissements français d'outre-mer. Et il faut d'Océanie, pardon. D'Océanie. Et il faut penser aussi que pendant 9 ans à peu près, entre 1853 et 1862, la Nouvelle-Calédonie a fait partie des établissements français d'Océanie. Ces choses changent au fur et à mesure, mais d'abord, si on reste là-dessus, est-ce qu'il y a des bases, Alain, sur lesquelles on peut partir d'un point de vue purement juridique? Alors, le protectorat, théoriquement, c'est une convention internationale. La France rencontre une société politique qui est indépendante, quel que soit son niveau de développement, même si c'était une société qui était plutôt clanique. Donc, théoriquement, ça devrait être une convention internationale. Une convention internationale, en principe, c'est entre des égaux, ça se discute, avec une rétrocession de compétences, moyennant quoi un paiement financier pour cette rétrocession de compétences. À la vérité, ça ne s'est pas passé comme ça à Tahiti, mais comme dans beaucoup d'autres colonies. C'est un protectorat qui est imposé, c'est une fausse convention internationale. Et théoriquement, dans le protectorat, vous devez garder votre souveraineté interne, ou au moins des compétences internes. Elles étaient pratiquement mises totalement sous tutelle de l'État français. C'était une annexion déguisée déjà depuis 1842. Il y a plein de signes, mais là, ça nous prendrait beaucoup de temps. Voilà. Non, mais justement, c'était ma prochaine question pour Corinne. Comment est-ce que la population a réagi à ce changement? Est-ce qu'on a, des traces de joie ou au contraire d'indignation? Je ne sais pas. Eh bien, dans un premier temps, aux Marquises,
du Petit Thouars, donc c'est celui qui en 1842 va procéder aux différents protectorats. Dans un premier temps, il fait signer au chef Yotete de Tawata, il lui fait signer donc un protectorat, mais sous couvert d'une amitié, ils s'étaient déjà rencontrés en 1838, etc. Et puis, en fait, il ne comprend pas exactement de quoi il s'agit. En fait, il était censé, les Français étaient censés protéger les Marquisiens de cette île par rapport à des escarmouches qui avaient eu lieu auparavant avec des Américains. Enfin bon. Et donc, ils comprennent que c'est juste une amitié qui est scellée sur un document qu'ils ne comprennent pas réellement. Mais en réalité, lorsque les Français commencent à établir disons, une espèce de petite forteresse, etc., là, évidemment, ils ne sont plus d'accord et ça va déclencher justement des heurts importants qui vont rien qu'aux marquises, dans ce cas-là, qui vont être sanglants. Et puis ensuite, eh bien, pour l'affaire de Tahiti, en fait, du Petit Thouars, lorsqu'il a fait le tour des marquises et qu'il a obtenu ses protectorats, en fait, il n'était venu que pour ça, que pour les protectorats des marquises. En fait, il continue sur Tahiti et là, tout un concours de circonstances assez inattendues, extraordinaires, des opportunités, etc., font qu'il va présenter au chef un protectorat qu'ils vont accepter de signer en l'absence de la reine Pomare IV. Et ça va se faire. Mais évidemment, lorsque Pomare IV revient, ainsi que Pritchard, là, ça ne se passe plus pareil. Et à ce moment-là, eh bien, il y aura ce qu'on va appeler ensuite la guerre franco-tahitienne. Donc, il y a des résistances. On passe ensuite, si on reste sur le statut, parce que tout ce qui est guerre, etc., ça vient en parallèle de ces statuts, mais ça change encore en 1946. On est devenu un territoire d'outre-mer, c'est un grand changement, non? Non, on est un protectorat. Toujours en protectorat. De quelle date tu indiqué? Donc, là, 1946, il a dit 1946, il n'a pas parlé de 1880. On a oui, directement. Revenons à la base, 1880, Jean-Marc. En 1880, le protectorat laisse la place à ce qu'on appelle une colonie, c'est-à-dire que là, du coup, la fiction du protectorat disparaît puisque le roi Pomare V abdique et en faveur de la France. Donc, ça devient une colonie, on dit une colonie tout simplement. Là, il y a des choses qui changent, Alain, encore une fois, sur le point purement juridique du statut. Non, c'est un peu un continuum entre le protectorat où on a bien écrasé les pouvoirs qui existaient. 1880, là, le pouvoir est totalement détenu par l'État, par la colonie. Et il n'y a même pas une très forte représentation, alors je ne parle même pas des Polynésiens, mais une forte représentation des fonctionnaires ou des Français qui étaient venus s'installer en Polynésie française, parce qu'il n'y a pas vraiment d'assemblée représentative de ses intérêts. Et à chaque fois qu'on a tenté de mettre une assemblée représentative de ses intérêts, il y avait une contestation systématique de la part de ceux qui y siégeaient et qui remettaient en cause les pouvoirs du gouverneur. Donc le gouverneur a fini par supprimer totalement toute représentation. Non, c'était une colonie plus dure que même peut-être presque encore que pendant le temps du protectorat. Donc je suppose que ces changements ont été un peu mal pris par la population, Corinne. En fait, quand on parle de ça, 1880, l'annexion, en fait, la France n'annexe que les États de Pomare V, c'est-à-dire Tahiti, Moréa, Tetiaroa, enfin bon, ces quelques îles-là, ainsi que 2 îles des Australes et quelques îles des Tuamotu. Mais ce n'est pas du tout l'ensemble de ce qu'on voit maintenant actuellement comme la Polynésie française. Donc ensuite, il faudra que la France avance dans les annexions successives, particulièrement aux îles sous le vent, qui étaient réfractaires, et puis ensuite les dernières pour les Australes, et puis il y avait aussi le statut particulier des marquises. Et toutes ces annexions, ça va impliquer des conflits, Jean-Marc, ou plutôt ça va se faire dans le calme? Comment ça va se passer? Alors il y a eu des conflits, notamment aux îles sous le vent, mais alors après, en fait, dans une société qui est dirigée par des chefs, si les chefs sont d'accord, la population suit en général.
Et c'est à ce moment-là qu'on arrive en 1946, excusez-moi tout à l'heure, je suis allé un peu vite, là on passe à un territoire d'outre-mer. C'est ça? Oui, c'est un statut qui est donné à toutes les anciennes colonies, puisque la France, après la guerre, veut donner une autre image de ce qu'elle est. Donc après la Seconde Guerre mondiale, c'est ça? La Seconde Guerre mondiale. Et donc, toutes les anciennes colonies deviennent, de fait, des territoires d'outre-mer. Alors, évidemment, c'est un petit peu comme lorsqu'on change le nom d'une femme de ménage et qu'on l'appelle technicienne de surface. Le travail est toujours le même, mais le nom est différent. Bon, alors, c'est un peu ça, ce qui s'est passé. Hein. Bon, avec, malgré tout, alors, selon les endroits, une participation plus ou moins forte localement. Bon, par exemple, en ce qui concerne la Polynésie, il y a un avantage extraordinaire qu'on ne trouve pas dans les autres anciennes colonies, c'est que tous les citoyens vont pouvoir voter de façon égalitaire, quelle que soit leur origine ethnique. Alors que, par exemple, en Afrique, les Blancs sont peu nombreux, mais dans les assemblées ont beaucoup d'élus, et les Noirs, qui sont très nombreux, ont très peu d'élus. C'est ce qu'on appelait le double collège. Je dirais quand même une chose, bon, il y a quand même un petit changement, même si c'est pas grand-chose, il y a quand même un changement qui est important. Pour la première fois, les Polynésiens vont voter pour des élus, pour des représentants dans leur assemblée territoriale, qu'on appellera l'assemblée représentative. Et ils vont aussi désigner un député, un sénateur, qui participe aux institutions nationales. C'est quand même un changement, même si on peut estimer qu'il n'est pas énorme, ça a quand même été un changement, ce passage de la colonie et puis ça a habitué les Polynésiens à s'intéresser à la vie politique et à se mettre derrière des partis politiques et à suivre des thèmes qui peuvent être différents les uns des autres. Il y a quand même un changement, je trouve. Ils n'étaient pas un peu dans l'incompréhension à ce moment-là, les Polynésiens, Corinne? Ça va se faire progressivement tout ça, parce qu'en fait, entre 1842 et 1945, il s'écoule une centaine d'années pour progressivement avancer avec la France. Mais pour les derniers territoires, les îles sous le vent, les Australes, il ne s'agit que d'une quarantaine d'années. Et donc, tout le monde devient citoyen à partir, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, tout ça, pour certains, ça va un peu vite, probablement, particulièrement ceux qui sont dans des îles un peu lointaines, mais en général, ils suivent le Tavana, ils suivent le chef, qui est le Tavana, qui est la résurgence de l'image du chef. Jean-Marc, tu voulais réagir juste avant que je pose cette question à Corinne? Oui, il y a une chose qu'il faut quand même noter qui est très importante, c'est que à l'époque de la colonie, et ensuite, jusqu'à nos jours, il y a quelque chose qui est très caractéristique, c'est ce qu'on appelle la spécialité législative. Ce qui fait que une colonie, c'est jamais tout à fait la France, puisqu'on n'y applique pas les mêmes lois qu'en France. Lorsque, en 1946, la Polynésie devient un territoire d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, ce n'est pas la France. Par exemple, on n'applique pas le droit du travail français. Et puis, on n'applique pas surtout la fiscalité. Parce que il y avait depuis 1901 ou 2, je crois, une loi qui disait que la fiscalité était de compétence locale. Alors, à l'époque, c'était de la compétence du gouverneur et de ceux qui étaient autour de lui. Mais c'est très important d'avoir cette idée en tête parce que, à partir de ce moment-là, est en train de se dessiner une question qui, là, est particulièrement politique. Donc on va vers une certaine autonomie, mais une autonomie pour qui? Or, les gens qui ont été élus en 1946 sont des gens qui ne veulent en aucun cas appliquer les lois françaises parce qu'ils n'ont pas envie de devoir payer des impôts, ils n'ont pas envie de devoir respecter les droits de leurs travailleurs, etc. Et donc, rapidement, on va arriver à un conflit qui va être personnalisé par Pouvana, qui lui va proposer une autonomie en quelque sorte, mais pour les Tahitiens. Et donc là, il y a un clivage qui est en train de se faire, mais en fait, sur la question de la fiscalité, les autorités locales, pratiquement sans discontinuer, ont toujours voulu éviter l'accomplissement, le transfert de certaines lois métropolitaines. Ce qui fait que les inégalités sociales, par exemple, ce sont les autorités locales qui en sont responsables. Et depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, c'est ça? Aujourd'hui.
oui. D'accord. La France n'étant que... Elle aurait pu avoir, imposé des directives. Le gouverneur, en 1946, dans la conférence inaugurale, dit la France vous aime bien et elle va vous donner la fiscalité qui va permettre de... Et non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Les élus vont réclamer la spécialité législative et vont être vent debout contre les gouverneurs et contre le gouvernement français. Tu nous parlais tout à l'heure de Pouvan 1. Justement, il y a un changement. On était en 1946. Là, on passe à 1957 avec la création d'un véritable statut d'autonomie interne et qui donne son nom actuel d'ailleurs de Polynésie française. Qu'est-ce que ça implique justement vis-à-vis de Pouvan 1 par exemple? Alors, le nom de Polynésie française ne vient pas du statut. Il vient d'une loi électorale qui est votée. Tout simplement parce qu'il y a une question juridique, alors là le spécialiste le dira. Le statut issu de la loi 4 de fer, c'est un décret. Tandis que la loi électorale, c'est une loi. Alors le statut disait les établissements français d'Océanie, et dans la loi électorale, on dit en Polynésie française, les élections auront lieu de telle et telle manière. Or, comme la loi est supérieure au décret, eh bien, on est devenu Polynésie française sans que les élus l'aient vraiment souhaité. Et justement, on va se tourner du côté de Alain pour avoir plus de précision. Sur ce changement, il est symbolique sur cette notion, mais oui, ce qui était assez surprenant, on est en 1957, on est un an avant 1958, où là, il n'y a pas toute la rigueur juridique sur les lois. Une loi pouvait dire un mot, deux mots, et puis renvoyer à un décret. En fait, le pouvoir législatif s'est totalement délégué sur le gouvernement qui, par voie de décret, a déterminé le statut de la Polynésie, chose qui est strictement impossible aujourd'hui. D'ailleurs, de toute façon, ce sont des changements qui sont à prendre très rapidement, puisque Corinne, ça change l'année d'après, en 58 à peine. Voilà, donc ça va très vite finalement. Et de toute façon, ce qu'on peut observer, c'est que quand même, il y a une accélération importante, surtout après la Deuxième Guerre mondiale et surtout à partir du moment où les Polynésiens deviennent citoyens et ça va aller de plus en plus vite vers une forme de décentralisation, enfin un peu plus tard. Un peu plus tard, oui. Ce qui est important à dire, c'est que d'une certaine manière, en 57, on a fait un pas en avant et en 58, on est revenu en arrière, on a fait 3 pas en arrière. C'est un peu comme ça qu'on peut l'illustrer, Corinne? On pourrait dire ça. Pour quelles raisons exactement? Alors, ce qui est très curieux, c'est que De Gaulle revient au pouvoir et il veut régler le problème de la colonisation, de la décolonisation. Il va proposer pour tous les peuples africains, notamment, il va proposer un statut de très large décentralisation et qui va les mener d'ailleurs vers l'indépendance. Or, dans le même temps, De Gaulle refuse absolument que la Polynésie et la Calédonie puissent bénéficier de ces dispositions, et même au contraire, on supprime l'essentiel de la loi cadre. Alors, il n'y a pas 36 façons de voir les choses, c'est que le CEP se prépare déjà et qu'il n'est pas question qu'il y ait sur place un gouvernement qui puisse disposer des moyens d'empêcher ou de rendre difficile l'installation du CEP. Donc voilà, ça a été la raison principale pour laquelle on est revenu en arrière, c'est ça? Vraisemblablement, c'est la raison principale. On n'en a pas la preuve noir sur blanc, mais on a suffisamment d'indices qui vont dans ce sens-là. Corinne, la population a réagi comment à cette avancée puis ce recul finalement? Je pense qu'elle n'était pas tellement présente sur toute cette évolution. Et bon, bien sûr, il y avait des groupes qui étaient autour des mouvements politiques, mais globalement, je pense que plus on s'éloignait de Papeete, plus on s'éloignait donc du centre-ville et puis ensuite des îles, qu'on était dans des îles lointaines, ça touchait quand même assez peu les populations. Les populations n'étaient pas à même de comprendre, on va dire, les différents changements de statut, on peut pas dire forcément, ça? mais elles suivaient plus ou moins, comme elles suivaient auparavant le chef, elles suivaient ensuite bien ce que disait le Tavana et puis ensuite les différents représentants. Oui, ce qu'il faut quand même bien noter, c'est qu'en 1958 et 1959, eh bien, le territoire est soumis quand même à une pression très très forte de l'État, où on organise
tout un système pour que ne puisse plus se reproduire une prise de pouvoir par un homme comme Pouvana. Pouvana est arrêté, il est mis en prison, il est jugé, et pendant ce temps-là, eh bien, on a la preuve maintenant, on a tous les documents qui nous montrent que ça a été une volonté délibérée du général de Gaulle de l'éliminer et de mettre un statut qui lui laisserait largement les mains libres. Fort heureusement, ça évolue en 77, donc on avance assez vite. 77, on revient au statut de 57, mais avec quelques avancées. Alain ? On ne revient pas tout à fait au statut de 1957 sur les pouvoirs qui étaient conférés aux ministres, mais le grand changement, c'est de reconnaître que la Polynésie française avait la compétence de principe. Sur le plan symbolique, c'était quelque chose. La compétence de principe et l'État n'a que des compétences réservées. Mais si on regarde dans les compétences que s'était réservé l'État, elles étaient extrêmement importantes. Oui, il y a un retour vers vers davantage d'autonomie, mais on n'est peut-être pas arrivé même encore à celui de 1957. Mais il y a toujours le CEP qui est là, et il y a l'ombre du CEP qui pèse, qui empêche certainement d'autres avancées. Oui, de toute façon, ce qui est clair, c'est que lorsque François Mitterrand arrive à la présidence de la République, il avait eu des mots très forts pour dire qu'il accorderait un statut de large autonomie, mais le poids du CEP a été tel que des hommes comme Charles Hernu, qui était ministre de la Défense, a dit attention, ne donnez pas trop d'autonomie aux Polynésiens parce qu'il pourrait empêcher l'existence même du CEP, soit par les lois fiscales, soit par le droit du travail. Et donc il y a eu 4 ans de négociations pour arriver, 3 ans et demi de négociations pour arriver au statut de 84, qui finalement a permis quand même à l'État de pouvoir, sans aucun problème, continuer à exploiter Mururoa. Donc en 84, on a encore un autre statut, Alain ? Alors, la différence entre 84 et 1977, c'est que désormais, en Polynésie française, le chef de l'exécutif est enfin un Polynésien. En 1977, on appelle ça l'autonomie de gestion, c'est toujours... Alors, il n'est plus gouverneur, on l'appelle haut-commissaire, c'est déjà quelque chose. C'est le haut-commissaire qui préside le conseil des ministres, c'est lui qui est le chef de l'exécutif. Ça y est, en 1984, c'est les Polynésiens qui, eux seuls, déterminent et leur délibération, leurs droits, et qui le mettent en œuvre. Donc ça, c'est quand même aussi un changement conséquent. Il y a eu aussi l'introduction de la juridictionnalisation du contrôle des actes de la Polynésie. C'est plus le gouverneur qui décide que tel acte est légal ou illégal. Maintenant, si le haut-commissaire n'est pas d'accord, il va saisir le juge administratif. La place centrale du juge administratif est assez importante dans la régulation et dans l'avènement de l'autonomie en Polynésie française. En 96, après, on fait un petit peu du surplace, donc on va rapidement passer sur cette période. 98, par contre, Corinne, tout a failli changer et on pourra presque terminer l'émission là-dessus. Oui, ça aurait pu changer, mais finalement, ça ne s'est pas fait réellement. Et ensuite, il faudra attendre encore quelques années pour que les choses atteignent leur niveau proche actuel. Et justement, 2003, c'est là-dessus qu'on va pouvoir, je pense, terminer avec la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. La Polynésie française devient, c'est quoi le titre, le statut exact, Jean-Marc ? Collectivité d'outre-mer. Collectivité d'outre-mer, exactement. De l'autonomie, oui. C'est un retour en arrière par rapport à 1998. En 1998, la Polynésie française avait réellement un pouvoir législatif, comme en Nouvelle-Calédonie. C'était quand même une grande avancée, même si c'était moins que pour la Nouvelle-Calédonie. Et puis, pour des raisons totalement indépendantes de l'outre-mer, cette révision constitutionnelle ne se fera pas. La gauche perd le pouvoir, la droite revient. La droite a quand même toujours été moins décentralisatrice que la gauche. Et c'est du Jacques Chirac qui s'entend bien avec Gaston Floss et qui lui dit « Non, on va te donner un statut d'autonomie, mais ce ne seront pas véritablement les lois telles qu'elles sont en Nouvelle-Calédonie, même si aujourd'hui on peut avoir on peut faire un bilan différent de cette autonomie, de cette collectivité, donc qui dispose de l'autonomie. » Rapidement, pour finir, une dernière question à Jean-Marc. Est-ce qu'avec tous ces statuts, on peut dire que ça ne changera plus ou ça peut encore évoluer ? Oui, vous savez, en politique, tout est imprévisible. Donc, on peut aller à toutes les situations, soit encore un retour en arrière, soit... vous savez, on est très surpris depuis que Donald Trump a été élu président des États-Unis. On s'aperçoit que le sens de l'histoire n'est pas tout à fait ce qu'on
qu'on pensait. Déjà, par rapport à ce que l'on sait actuellement et ce que l'on a pu voir aujourd'hui, si vous êtes perdu avec les chiffres, il y a ce livre, Tahiti, tu connais, de Jean-Marc, justement, présent ici sur notre plateau. Et vous avez aussi le site polynésie-française.pref.gouv.fr, donc le site du Haut-Commissariat, avec l'autonomie et la répartition des différentes compétences. Je suis sûr qu'on aurait pu parler pendant 1 heure des différents statuts, des différentes compétences. Mais déjà, merci de nous avoir fait un rapide débrief finalement de 26 minutes. Maruru Metei. Majoru. Nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une autre émission. En attendant, très bonne soirée sur TNTV. Maruru Totatau Farerir A Trahoma Parhayana.